sens, l'environnement décrit simplement ce qui nous entoure, que ce soit un environnement naturel ou urbain, social. Mais le terme d'environnement n'indique pas la manière dont ce qui nous environne nous affecte. Alors que l'ambiance, bien évidemment, l'ambiance ne désigne pas ce qui est ambiant, ce qui entoure. L'ambiance désigne comment l'ambiant nous touche, nous émeut, nous affecte. Et donc, je dirais la dimension de l'ambiance, c'est immédiatement affective. Alors que les termes d'environnement ou de milieu ou de monde ambiant sont beaucoup plus neutres sur ce plan-là et décrivent au fond une structure objective de notre champ visuel, de notre expérience, sans décrire au fond le comment, c'est-à-dire la manière dont ce qui nous entoure nous affecte. Et donc, voilà, c'est la manière dont je distinguerai environnement et ambiance, avec l'idée que, bien évidemment, selon moi, tout environnement possède une ambiance. C'est-à-dire que tout ce qui nous environne ne nous laisse pas indifférents, mais nous touche positivement ou négativement, c'est-à-dire nous affecte en augmentant notre puissance d'agir, comme dirait Spinoza, ou en la diminuant. Donc il n'y a pas d'environnement qui ne soit pas ambientiel. Et inversement, toute ambiance est aussi ambiante, c'est-à-dire que toute ambiance est toujours liée à ce qui nous entoure. Disons la tonalité, qui est au fond la traduction de la Stimmung heideggerienne, la tonalité affective, c'est-à-dire l'air, ailleurs, hein, au sens la manière, l'aria, enfin, ces impressions vagues et environnantes qui nous touchent dans un lieu, dans un moment, même dans une rencontre avec une personne. Donc cette tonalité particulière de l'ici et maintenant, au fond de la situation, puisque mon travail sur les ambiances, c'est aussi une théorie des situations. Toutes les situations ont une ambiance. Donc ces tonalités, au fond, leur caractéristique, c'est qu'on ne peut pas les décrire comme des propriétés des choses, et on ne peut pas les décrire non plus comme des propriétés des sujets ou des vécus psychiques. Et donc les tonalités, au fond, sont une sorte de troisième type d'être, à côté des choses, avec leurs propriétés objectives, donc les propriétés matérielles ou des propriétés sensibles, hein, comme les couleurs, les dimensions spatiales ou autres, euh, ou de notre côté, comme les vécus psychiques avec leurs propres qualités, qui sont la temporalité, l'immanence, le fait qu'ils n'ont pas de spatialité, par exemple, le fait qu'ils sont accessibles directement et non pas indirectement par le biais de la perception externe, etc. Et donc les tonalités, au fond, ne sont ni des choses, ni des vécus. Et là, il y a une troisième dimension que j'ai appelée dans le livre le médial, hein, qui renvoie au fond à un dépassement de l'immanence psychique, de la transcendance causale, et qui est ce milieu, cette médiance, comme dit Augustin Berg, hein, dans lequel nous baignons. Et donc les tonalités, on pourrait dire, sont les propriétés de la médiance, c'est-à-dire au fond du milieu affectif dans lequel nous sommes. Et donc, bien évidemment, dans la tonalité, on peut entendre aussi la résonance musicale avec la tonalité musicale, hein, justement, qui est l'idée qu'il y a comme ça un air, hein, de chaque chose, de chaque moment, de chaque situation, que nous percevons, que nous flairons, que nous comprenons, que nous ressentons, et qui souvent nous aide d'ailleurs dans les situations pratiques à nous orienter dans le monde, à ces tonalités affectives, c'est-à-dire ces ambiances d'une rencontre, d'un lieu, nous donnent des indications utiles pour agir dans cette situation, puisque ces tonalités peuvent être des tonalités sereines, hostiles, agressives, inquiétantes, mélancoliques, tristes, joyeuses. Et donc, en fonction de ce que nous ressentons comme ces impressions d'ensemble, bah, alors nous pouvons mettre en place certaines actions, hein, certains projets qui consonnent ou non avec ces tonalités. Donc la tonalité, on pourrait dire, c'est le mode de manifestation de l'ambiance. Hein. Ce n'est rien d'autre que cela, même si, bien évidemment, à décrire, ce n'est toujours pas,
pas toujours facile, étant donné leur caractère passager, leur caractère évanescent, surtout leur invisibilité. Les tonalités ne sont pas des propriétés sensibles comme la couleur ou la spatialité pour les choses externes, par exemple. Vous avez raison d'insister sur ce chapitre, car c'est sans doute le cœur ardent du livre. Hein. Au fond, le livre tourne autour de cette théorie de l'expressivité originelle de chaque situation, parce que, au fond, ce que la théorie de l'ambiance essaie de montrer, c'est deux choses. Une chose, pour dire plus superficielle d'abord, c'est que au fond, nous sommes toujours entourés par des ambiances, que les ambiances, au fond, nous traversent, nous enveloppent, nous pénètrent, nous constituent et sont une des dimensions fondamentales et continuelles de notre expérience du monde et qui a souvent été négligée, au fond, dans l'étude philosophique. Pas toujours, hein, et notamment pas par la littérature, qui s'est beaucoup intéressée à cette dimension-là, mais disons que l'attitude philosophique traditionnelle a un peu négligé cette dimension-là, sans doute en raison d'un dualisme à la fois ontologique entre la chose et l'esprit, mais aussi d'un dualisme méthodologique, hein, qui est au fond cette logique qu'on repère dès Platon, qui est cette logique qu'il nomme de la diairésis et de la synagogé, c'est-à-dire de la logique, au fond, de la division et de la synthèse. Pour comprendre quelque chose, il faut décomposer cette chose en éléments, puis recomposer ces éléments pour, en quelque sorte, avoir une définition de la chose. Or, les ambiances, bien évidemment, ne sont pas décomposables en éléments et on ne peut pas les recomposer à partir des éléments ainsi dispersés. Donc, il y avait d'abord cette dimension dans l'ambiance qui s'oppose au dualisme ontologique et méthodologique traditionnel de la philosophie, et notamment à sa méthode analytique synthétique, qui est une méthode, au fond, où, pour comprendre une chose, que cette chose d'ailleurs soit une chose au sens littéral extérieur ou que ce soit un vécu, une idée, pour comprendre une chose au sens le plus général, hein, il faut d'abord la décomposer, l'analyser, et puis ensuite comprendre les relations entre les éléments ainsi dispersés. Or, les ambiances ne sont pas du tout ce type de phénomène décomposable. Les ambiances sont des expériences holistiques, des expériences qui, au fond, ne peuvent pas entrer dans une logique de atomiste ou associationniste, la logique que dans le livre j'appelle jective, jonctive, c'est-à-dire jective où on sépare, hein, et jonctive où on associe, qui n'est en fait qu'une réinterprétation de ce duo diairésis synagogé de Platon. Alors l'expressivité, ça c'est la deuxième dimension la plus fondamentale, c'est que si au fond les tonalités des ambiances qui nous entourent et qui nous touchent ne sont pas des projections, hein, de notre vécu sur les choses, ni des projections des choses sur notre vécu, cela veut dire que ces qualités expressives des ambiances, hein, le triste, le mélancolique, l'hostile, le menaçant, le serein, le joyeux, etc., même l'érotique, hein, il y a des ambiances érotisantes, etc. Bon, c'est que ces qualités, on pourrait dire, expressives des ambiances appartiennent immédiatement aux situations et non à un jeu dialectique entre les choses et les vécus. Donc, vous voyez, dans un premier temps, j'ai remis en cause, au fond, cette méthode dualiste fondée sur la séparation et la synthèse, et aussi fondée sur le dualisme sujet-objet, pour essayer de montrer que les expressions, les qualités expressives tonales des situations, c'est-à-dire les ambiances ou les airs, sont des propriétés intrinsèques de ces situations. D'où l'idée d'une expression de soi, enfin l'expression elle-même au sens linguistique et de Erwin Strauss, hein, l'expression de soi, c'est-à-dire que au fond, si une situation est triste, cette tristesse provient de la situation elle-même et non pas de la combinaison de différents éléments, à savoir des éléments qui seraient censés être objectifs. Vous voyez, par exemple, là, chez moi, il a plu, donc on pourrait dire, bon, on associe tout de suite l'ambiance de la pluie à une certaine forme de tristesse, et donc on va dire, mais d'où vient cette ambiance de tristesse? On va dire, ce sont des éléments objectifs, hein, la lumière atténuée, le ciel gris, la pluie, peut-être même le son de la pluie,
puis des éléments, on pourrait dire, subjectifs, au fond, une humeur maussade, et la combinaison des deux serait l'ambiance. Or, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. L'ambiance n'est pas la synthèse entre d'un côté des éléments objectifs et de l'autre des éléments subjectifs. Lorsqu'il pleut, d'emblée, l'ambiance est négative, si tant est d'ailleurs que cette pluie soit elle-même d'une tonalité négative. Elle pourrait être dans d'autres circonstances, au contraire d'une tonalité joyeuse. Si par exemple, au bout de 3 mois de sécheresse, il se met à pleuvoir, bien évidemment, cette pluie va avoir un tout autre sens que la pluie associée à la tristesse. Donc dans ce cas-là, l'expression n'est pas le produit d'une association, l'expression est une émanation autonome et immédiate de la situation elle-même. Et donc, au fond, cette théorie des ambiances s'articule autour d'une théorie de l'expressivité originelle des situations. Nous comprenons immédiatement les situations parce que des situations émanent des airs, des expressions, des physionomies, ou de ce que j'ai appelé des phénoménogénies, c'est-à-dire de brillance des phénomènes eux-mêmes, qui nous disent ce qu'ils sont. Ce qui implique d'ailleurs de faire confiance à l'immédiateté, à la compréhension immédiate. Et cette théorie de l'expression de soi essaie aussi, par certains aspects, de critiquer au fond l'un quand même des dogmes essentiels de notre pensée, notamment de la pensée philosophique depuis 2 siècles, qui est le processualisme. C'est-à-dire que nous considérons que toutes les choses sont toujours le résultat de processus cachés et que pour comprendre une chose, il faut comprendre le processus caché qui la produit, processus psychique, processus social, processus anthropologique ou autre. Alors que l'idée que j'ai, en tout cas pour les ambiances, c'est que pour comprendre les ambiances, nous n'avons pas besoin d'autre chose que l'ambiance elle-même. Et qu'il y a une compréhension immédiate de ce qu'est une ambiance, et nous n'avons pas besoin de chercher derrière cette ambiance un processus caché qui rendrait compte de sa manifestation. Donc vous voyez, au fond, l'expression de soi, c'est aussi une sorte de butée à une sorte de regressus ad infinitum de l'herméneutique qui cherche toujours derrière le processus antérieur, dans une sorte de quête archéologique sans fin de la signification. Or là, les significations sont données, parce que les significations s'expriment immédiatement. Et donc notre rôle, en tout cas dans cette dimension affective, c'est de recueillir dans l'expérience ces significations que nous comprenons et qui sont par ailleurs utiles, qui ont des qualités expressives, esthétiques ou autres, et de mettre d'une certaine manière un frein ou un cran à, au fond, ce geste généalogique de vouloir à chaque fois redécouvrir l'origine et la genèse de cette signification, alors que la signification est là.